Bienvenue au GIFIC 4 2023 à Bordeaux. Je suis Fabien Brett, chercheur à l'INSERM et j'ai le plaisir d'être avec Jocelyn Duchâteau, docteur au CHU de Bordeaux. Bonjour. Bonjour Fabien. Donc aujourd'hui nous allons parler de fibrillation auriculaire et d'insuffisance cardiaque et des techniques ablatives. Quel est le bénéfice d'ablater et quelle population ? Le bénéfice de faire de l'ablation dans les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque, il a été démontré maintenant depuis l'étude Castle et F, qui était une grande étude qui s'est intéressée dans un premier temps aux patients qui ont une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection altérée, inférieure à 35%. Et ça, c'est vraiment la population cible idéale pour cette technique d'ablation parce que c'est vraiment la population dans laquelle on a démontré vraiment un énorme bénéfice sur des critères cliniques durs de mortalité. Finalement, c'est une technique qui, dans un second temps, a été étendue à des populations d'insuffisance cardiaque un petit peu plus larges, avec notamment une étude qui s'appelle RAF-TF, qui a eu des résultats un petit peu plus mitigés. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a toujours un bénéfice clinique majeur chez les gens qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Mais cette étude, contrairement à CASSEL-AF, incluait aussi des gens qui avaient une fraction d'éjection préservée. Et dans cette population de patients-là, eh bien, les résultats étaient beaucoup plus mitigés, équilibrés entre le traitement pharmacologique et le traitement ablatif. Plus récemment, la dernière étude qui a eu lieu sur le sujet, c'était une étude qui s'intéressait spécifiquement aux populations d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée les plus graves, avec des patients qui étaient inclus, qui étaient dans le cadre d'un bilan pré-transplantation. Et dans cette population de patients-là, les résultats étaient vraiment spectaculaires, puisque l'ablation de FA, globalement, divisait par 4 la mortalité des gens qui en avaient bénéficié. Et du coup, on se pose la question, quand ablater ? Eh bien ça aussi, c'est une question qui est très importante. Alors peut-être en information préliminaire, il faut dire que l'ablation en soi, ce n'est pas vraiment le traitement de l'insuffisance cardiaque dans ce contexte. Le traitement de l'insuffisance cardiaque dans ce contexte, c'est le retour en rythme sinusal. Et il y a une étude récente qui s'appelle ISTF-NET qui nous a donné une information là-dessus. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent l'étude AFFIRM. Donc c'est une vieille étude qui avait comparé une stratégie de contrôle de rythme contre une stratégie de contrôle de fréquence. Et cette étude, elle n'avait pas montré de différence significative. ISTF-NET, par contre, c'était un petit peu la même étude. On allait comparer une stratégie de contrôle de rythme et une stratégie de contrôle de fréquence, mais cette fois-ci, on allait traiter les patients dès leur entrée dans la maladie. Et quand on fait ça, eh bien, on se rend compte qu'à 5 ans, les gens qui ont une stratégie de contrôle de rythme, que ce soit par l'ablation ou par les médicaments, eh bien, ils vont mieux que les gens qui ont une stratégie de contrôle de fréquence. Donc globalement, plus on traite tôt la maladie, que ce soit par les médicaments ou par l'ablation, plus on va avoir un impact thérapeutique qui va être intéressant. On a parlé des différents patients en insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée ou réduite. Et que penser des autres comorbidités qu'on peut avoir ? Quelle est leur importance ? Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire d'autres que l'ablation quand on veut traiter la fibrillation atriale chez ces patients. Il y a des choses qui sont très importantes à garder en tête parce qu'elles sont très impactantes. Et les deux comorbidités pour lesquelles on a le plus de niveau de preuve en termes d'impact et sur lesquels on peut faire des modifications préalables à envoyer ces patients à l'ablation, ce sont essentiellement la prise en charge d'un éventuel alcoolisme. D'accord ? Donc la prise d'alcool, ça a été très bien démontré, ça a un impact très fort sur la survenue de l'AFA, sur la survenue de l'insuffisance cardiaque derrière. Et à l'inverse, ça a été aussi démontré qu'un sevrage alcoolique permet de transformer le pronostic de ces patients. Donc chez un patient qui est alcoolique, il ne faut pas l'envoyer à l'ablation, il faut lui faire arrêter l'alcool. La même chose pour les gens qui ont une obésité marquée. On sait que quand on réduit de 10% la masse, le poids de ces patients, eh bien, on va avoir un impact qui va être à peu près le même que celui d'une ablation de FA. Donc c'est un prérequis indispensable à une stratégie ablative. Aujourd'hui, on a plein de nouvelles classes thérapeutiques qui nous permettent de traiter ces patients au mieux et je pense qu'il faut en profiter avant de les envoyer vers une stratégie ablative plus agressive. Au niveau technique d'ablation, ce sont les mêmes pour les patients qui sont en insuffisance cardiaque que les patients qui sont juste en fibrillation ? Alors oui, aujourd'hui on utilise la même chose en termes de thérapeutique chez les patients qui font de la fibrillation atriale liée à de l'insuffisance cardiaque et les autres. C'est vrai qu'il faut toujours avoir en tête que le succès de l'ablation, c'est finalement le maintien en rythme sinusal, un maintien en rythme sinusal durable. Et ça, c'est souhaitable que les gens aient une insuffisance cardiaque ou pas.
Ce qui a un petit peu changé quand même, c'est qu'en effet, on a de nouvelles techniques qui sont à notre disposition et qui présentent des avantages théoriques chez les gens qui font de l'insuffisance cardiaque, notamment parce que c'est des techniques qui vont permettre de préserver la fonction mécanique atriale. Parce que quand on ablate, on détruit, on va obligatoirement tuer des cardiomyocytes, mais il y a différentes manières de le faire. Quand on utilise des stratégies ablatives thermiques, donc soit de la radiofréquence, soit de la cryothérapie, non seulement on détruit les cardiomyocytes, mais en plus on altère ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, tout ce qu'il y a autour des cellules, on crée de l'inflammation et donc à la fin on finit notre ablation avec une cicatrice qui va être assez rigide, qui va être dans un second temps même potentiellement calcifiée. Et ça a un impact sur la mécanique atriale, l'oreillette devient davantage rigide, moins compliante. Et aujourd'hui, on a une nouvelle technique qui s'appelle l'électroporation, qui permet d'éviter ça. En électroporant les cellules, on les détruit avec un mécanisme de destruction qui est non nécrotique, mais plutôt apoptotique. Et ça permet de préserver la matrice extracellulaire, d'éviter justement ce remodelage défavorable qui va apporter de la rigidité. Et donc, on va avoir une compliance de l'oreillette qui va être préservée. Merci beaucoup, Jocelyn. Eh ben, merci à toi, Fabien.